On me demande souvent concrètement comment est investi ton argent. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes allocations réelles, ce que j'ai dans le PEA, l'assurance vie et que j'assume totalement, et les erreurs que je ne referai plus. Si vous cherchez un portefeuille parfait, passez votre chemin. Ici, on parle d'un portefeuille réel avec mes choix, mes biais et mes erreurs. Avant de rentrer dans le détail, on va faire un tout petit point contexte essentiel. Moi, j'habite en France, je travaille en France, ma femme est fonctionnaire, elle est prof, donc on dépend beaucoup déjà de la France. Donc c'est pour ça qu'en bourse, j'ai quasiment zéro exposition en France. Donc la bourse, pour moi, ça sert à diversifier géographiquement ce que l'État français fera jamais pour nous. On va commencer par le PEA, qui est mon pilier long terme. Donc ce que j'ai dedans, principalement, c'est du Nasdaq x2 et du USA x2. Donc principalement les États-Unis. Donc c'est 90% de mon portefeuille. Et j'ai deux vieilles biotech que j'avais prises lorsque c'était le Covid, que j'avais commencé un peu à faire de la bourse et du coup j'avais acheté un peu n'importe quoi, on va pas se mentir. Et j'en reparlerai dans la section juste après. Et je suis en train de regarder un peu les pays émergents pour essayer de diversifier. Donc oui, vous avez bien entendu, je prends du levier x2. Donc pourquoi je fais ça? Parce que de une, j'ai un horizon long terme, donc je considère que la bourse sur le long terme, ça va augmenter. Deuxièmement, j'ai une bonne capacité à encaisser la volatilité et c'est une stratégie assumée de croissance maximale. J'essaye d'obtenir les gains les plus élevés. Donc aujourd'hui sur le PEA, je continue principalement à mettre sur les États-Unis et comme dit, j'essaie de regarder un peu les marchés émergents pour voir si je commence à investir un petit peu dessus pour diversifier encore plus mes investissements. Bon, ça fait 10 ans qu'on dit que les pays émergents, ça va exploser. Au final, ça explose pas tant que ça. Donc voilà, c'est pour ça. Pour l'instant, je suis un peu méfiant sur les pays émergents. Ensuite, il y a le PEA-PME. Donc là, parlons-en franchement, c'est une erreur d'ouverture. Donc quand j'ai commencé les investissements, donc c'était pendant le Covid, on s'ennuyait, donc je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. J'avais regardé un petit peu et j'avais vu le PEA, sauf que j'avais mal regardé et j'avais pas compris que le PEA-PME, c'était pas vraiment la même chose que le PEA et qu'on avait beaucoup moins de choix d'investissement. Donc j'avais ouvert ça, j'avais commencé un petit peu à investir vite fait sur des biotech un peu au pif. Et puis à un moment, je me suis dit, bah tiens, je vais quand même prendre des trucs un peu plus connus comme Total Energy ou autre. Sauf que, en fait, c'est pas du tout disponible sur le PEA-PME. Donc par la suite, j'ai dû en plus ouvrir un PEA normal. En fait, j'aurais jamais dû ouvrir ce PEA-PME et ouvrir directement un PEA normal. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, il y a donc les deux biotech que j'avais pris à l'époque, où j'attends toujours de voir si elles explosent ou pas. Et ensuite, je me suis un peu lancé pour tester dans le crowdfunding immobilier. Donc j'ai pris 4 projets et il y en a déjà 2, alors je sais plus lesquels, qui sont en redressement judiciaire. Donc bon, je sais pas trop ce que ça a donné, mais du coup ça m'a complètement coupé l'envie de faire du crowdfunding immobilier. Donc je pense que je n'en ferai plus avant très longtemps. C'est pour ça que vous ne me voyez pas investir sur des plateformes de crowdfunding immobilier, parce que ça m'a un peu vacciné. D'ailleurs, j'ai aussi cette ligne là qui reste, qui est une boîte qui a coulé. Du coup, je peux même plus vendre, ça vaut plus rien. Mais la ligne apparaît toujours. Donc cette poche là, clairement, c'est devenu une poche zombie. En fait, je la laisse mourir ou survivre. On verra bien ce qui se passe dans le futur. Passons maintenant au PEA de ma femme, qui est plus simple, plus propre et plus cohérent. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est commencer par prendre des USA x2 pour viser une grosse croissance et ensuite de diversifier avec des ETF World. Donc, on peut voir là qu'il y a du coup 3 ETF World. Alors, pourquoi? Parce que du coup, on a commencé par celui-là où il y avait 0% de frais d'entrée chez Boursorama. Sauf qu'en plein milieu d'année, ils ont dit bah maintenant, il faut mettre 500 € à chaque fois pour avoir ces 0%. Donc, on a basculé sur celui-là qui avait en plus des frais un petit peu plus faibles. Et il y a 2 mois, je crois, ils ont sorti ce nouvel ETF avec un levier de x2 sur ETF World. Donc on va maintenant basculer sur celui-là. Et en vrai, je pense que si dès le début il y avait eu celui-là, on n'aurait jamais pris les USA, on aurait pris directement ça parce que les puristes vont dire que dans le World, de toute façon, il y a 70% d'USA, donc c'est redondant, donc il n'y a pas besoin, blablabla. Voilà, bon, rien n'est parfait, on fait comme on peut, et du coup, voilà. On a considéré qu'avoir un petit boost d'USA et de diversifier ensuite avec du World, ça nous allait bien. On va maintenant passer sur les assurances vie. On va d'abord commencer par l'assurance vie Lynxea, dont l'objectif est de diversifier les actifs. Donc ce qu'on va faire comme répartition ici, c'est 50% sur un ETC or et 50% sur une SCPI, donc Iroko Zen. Alors là, on voit du coup que c'est pas exactement 50%, c'est parce qu'au tout début où j'avais ouvert le PEA, l'assurance vie, j'avais mis du Nasdaq, mais en fait, comme j'ai découvert qu'on pouvait mettre des ETC or dedans, je vais faire en sorte que
les Nasdaq là, va basculer sur du ETC or. Parce que du coup, le TC or, on ne peut pas en avoir dans le PEA, donc ça permet d'avoir cette enveloppe qui va me servir à vraiment diversifier en mettant de l'or et de l'immobilier dedans. Donc là, le but, c'est d'augmenter progressivement cette poche, ce qui va permettre de diversifier, en plus du PEA. Normalement, ça permettra d'avoir une brique qui est décorrélée des marchés actions, sachant que bon, l'or commence à être un petit peu corrélé au marché actions. Et pour finir, l'assurance vie Allianz. Donc là, clairement, elle a été faite par un ami de la famille. Je vais être honnête, je ne suis pas giga convaincu par la performance du truc. Mais bon, pour moi, voilà, j'ai 40 ans, c'était important d'avoir une assurance vie avec pas mal d'argent dedans, au cas où il m'arrive quelque chose pour que ce soit transmis à ma fille facilement. Donc dedans, on peut retrouver un fonds Allianz Horizon Neo. Donc ça, c'est un fonds à performance garantie, alors entre gros guillemets. Donc en gros, dès que le fonds il s'arrête, donc à chaque date anniversaire, potentiellement ils peuvent l'arrêter, on est censé récupérer 7% de performance par an où on est resté dans le fonds si le fonds est dans le positif. Donc il suffit que le fonds il fasse 0,1% de positif et ils sont censés nous donner 7% par an de performance. Après, voilà, si le fonds il fait 25% de performance, bah, on n'aura que 7%. Mais bon, voilà. Je trouvais ça pas trop mal, donc je l'ai mis. Ensuite, du coup, on a plein de fonds un peu thématiques, donc avec de l'intelligence artificielle, de l'eau et d'autres petits fonds. Et une poche sécuritaire, donc avec du fonds euro. Et Securicash, c'est un espèce de... Pour simplifier, c'est un espèce de fonds euro où il y a des intérêts journaliers, au lieu que ce soit à l'année. Donc si on regarde par exemple lui, ouais, les performances, c'est juste un truc lissé où tous les jours on a un tout petit peu de gain. Donc voilà, clairement, le problème, c'est déjà les frais, hein, qui sont assez énormes. La sous-performance chronique, donc si on regarde par exemple un fonds, j'ai pris quelle valeur durable, par rapport à un SP500, bah, en fait le SP500 en rouge, il bat largement le fonds. Et c'est un des fonds qui a le mieux performé. Lui, il a fait 8% et quelques. J'en ai qui ont fait 0%, donc bon. Niveau perf, c'est pas dingue. Niveau frais, c'est relativement élevé. Donc, si on regarde celui-là, voilà, il est presque à 1% de frais. Donc c'est assez élevé quand même. Et donc voilà, je suis pas giga fan de ce truc, donc je mets juste 100 € par mois dessus parce qu'on avait un contrat pour mettre 100 € par mois dessus, mais c'est pas là que je fais mes gros investissements. Et donc pour conclure, voici en gros mon allocation actuelle globale, donc avec 34% c'est la résidence principale, 18% c'est l'immeuble qu'on a en commun avec ma femme, 34% c'est de la bourse, 8, presque 9% c'est du crowdlending, 4% de sécuritaire, et après on a, vu que je commence à peine, 0,2% d'or et 0,2% de SCPI ici. Et le but à terme, je pense, ça serait une allocation de ce type, donc où on réduirait du coup la résidence principale et l'immobilier, en augmentant du coup la bourse, l'or, qui monterait jusqu'à 5%, les CPI pareil jusqu'à 5%, et le crowdlending l'augmenter à 10-12%, je pense. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'est mon portefeuille, il faut surtout pas copier le modèle, hein, c'est juste mon allocation à moi. C'est un retour d'expérience de un peu comment j'ai construit mon portefeuille, les erreurs que j'ai faites, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires sur des conseils ou autres que vous verriez. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.